Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, un Moyen-Orient en impasse, une Ukraine sous pression et un G7 qui tente de garder le cap dans un monde de plus en plus instable. D'abord au Moyen-Orient, la phase 2 du plan de paix pour Gaza reste bloquée. En cause, des positions irréconciliables, une défiance totale et une option sur la table, celle de cette force internationale dans une Gaza voulue par le président Trump. Rien n'est acté, mais les discussions s'intensifient. Mais Washington se veut optimiste. Le secrétaire d'État Marco Rubio salue d'ailleurs l'avancée d'un projet de résolution à l'ONU. Pour sa part, Israël annonce l'ouverture permanente d'un point de passage humanitaire, alors que l'OMS décrit toujours une situation sanitaire catastrophique. Sur le plan politique cette fois, Mahmoud Abbas promet des élections sous un an, tandis qu'un fait inédit, Donald Trump, le président américain, demande via une lettre adressée au président israélien la grâce du Premier ministre Benjamin Netanyahou. La situation en Cisjordanie fait réagir la France, par ailleurs, et Emmanuel Macron prévient toute annexion serait une ligne rouge pour l'Union européenne. Et l'ONU, pour sa part, enquête sur des allégations de torture de détenus palestiniens. Et à présent, direction l'Ukraine. Après plus de 1350 jours de guerre, Moscou se dit prête à reprendre les pourparlers d'Istanbul. Et Kiev traverse une zone de turbulence avec des scandales de corruption dans l'entourage du président Zelensky. Mais le soutien occidental tient. Le G7 est mobilisé et 500 millions de dollars ont été promis par les pays nordiques et baltes. Pour le débat de ce soir, j'accueille d'abord en plateau le professeur de Relations internationales universitaires Mohamed Fenk de Rabat, professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir, toujours un plaisir. Bonsoir. Merci, Madame Khadija. Se joint à nous depuis d'abord Paris, le politologue et président de l'IPSE, Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Bonjour, Khadija. Et avec nous depuis Abu Dhabi, le docteur Mohamed Badil Yatioui, professeur d'études stratégiques au Collège national de défense. Bonsoir, docteur Badil Yatioui. Merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Marhaba. Messieurs, pour parler, est-ce que concrètement, qu'est-ce qui bloque dans cette deuxième phase du plan de paix pour Gaza? Mohamed Badil Yatioui. Ce qui bloque pour ce plan de paix et pour sa mise en œuvre, c'est qu'on a désormais Benjamin Netanyahou qui est au pied du mur, puisqu'il a retardé sans cesse ce moment, et il est dans une situation politique compliquée, puisque dans un an, moins d'un an, il y aura des élections législatives à la Knesset. Il a la possibilité de dissoudre, mais en prenant un risque, malgré des sondages qui ne sont pas si défavorables que ça, finalement, ou bien attendre et voir ce qui se passera. Le problème maintenant pour lui, c'est que Donald Trump lui a un peu tordu le bras. Il l'a obligé à accepter cet accord avec le Hamas, alors que Netanyahou était contre, et il l'oblige aussi à accepter une force internationale, on va en parler, alors que Netanyahou est contre et que Donald Trump veut cette force internationale, notamment avec les Turcs. Et ça, pour Netanyahou et pour les Israéliens, c'est une ligne rouge. Ils ne veulent pas de soldats turcs. Donc toute la question maintenant de la gestion de Gaza et de l'après est en train de se poser. Mais la mise en œuvre... Déjà, avant cela, est-ce que les positions du Hamas et d'Israël sont encore conciliables? Est-ce que les médiateurs ont une marge de manœuvre déjà? La marge de manœuvre est très étroite puisque les Qataris et les Égyptiens ont beaucoup fait lors des négociations préalables. Le Hamas a fini par déposer les armes car les Turcs ont mis une vraie pression pour qu'ils le fassent et qu'ils acceptent de libérer les otages. Désormais, la balle, j'ai envie de dire, est dans le camp à la fois des Israéliens et du Hamas, notamment pour la gestion de Gaza. On voit qu'il y a des milices anti-Hamas, certaines sont pro-israéliennes, d'autres non. Mais on est face à une situation vraiment complexe sur le terrain, puisqu'il y a à la fois la question humanitaire qui est la question centrale, celle de la reconstruction qui est aussi une question fondamentale, et la question politique, quel rôle pour l'autorité palestinienne, puisque pour beaucoup de pays arabes et aussi pour les Européens, il serait inacceptable de passer quelque part d'une destruction par Israël du territoire de Gaza, passer directement à une zone internationale sans réel plan de paix et sans réel rôle pour l'autorité palestinienne. Donc on est face à toutes ces questions-là et bien sûr Mahmoud Abbas est très affaibli, donc il y a de nombreux points d'interrogation. Beaucoup de points d'interrogation, notamment par rapport à ce nouveau projet de résolution de l'ONU. Est-ce qu'il peut réellement changer la donne? Emmanuel Dupuis.
La position des Américains et la position israélienne est de plus en plus figée sur l'idée que c'est du côté du Hamas qu'il y a un blocage et que le hiatus se fait fort avec un certain nombre de partenaires européens. Le président Emmanuel Macron, en recevant Mahmoud Abbas, a fortement courroucé les Américains qui ne voient pas en lui une quelconque alternative au Hamas, ou en tout cas perçoivent différemment la gouvernance à venir donc de ce comité technique composé de techniciens et accessoirement des pays qui vont soutenir le comité pour la paix que veut ardemment le président Trump. Alors une résolution onusienne ne viendrait pas forcément abonder dans le cadre de la deuxième phase des 20 points qu'a proposé Donald Trump, à savoir après la libération des otages, après la libération des 1700 prisonniers palestiniens, le désarmement du Hamas et le retrait du Hamas pour faire place à une force de sécurité internationale composée de Palestiniens d'une part, mais qui, précisément, et certainement pas le Hamas, d'autre part de pays arabes qui mettent comme condition désormais que les Israéliens ne mettent pas à une exécution deux résolutions qui ont été votées par la Knesset il y a de cela 3 semaines à l'occasion d'ailleurs d'un déplacement ô combien symbolique de J.D. Vance, le vice-président américain, appelant à l'annexion de la Cisjordanie et des pays du Golfe qui s'étaient mis aux côtés des Français, de la position française, notamment à l'occasion de la conférence pour la solution à 2 États du 22 septembre pour une reconstruction inclusive dans laquelle l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, la France, la Jordanie et la Turquie seraient impliqués. Je crois que les Américains resteront figés dans l'idée que désormais la deuxième phase, en tout cas si on en croit certaines voix à Jérusalem ou à Tel Aviv, c'est l'annihilation totale, la destruction totale du Hamas. Et donc ça paraît un peu contradictoire avec ce qu'on constate sur le terrain à travers le retour du Hamas à fur et à mesure que les Israéliens ont quitté près de la moitié du territoire de Gaza. Mais quand l'ONU met en cause Israël pour des tortures et des mauvais traitements, est-ce que cela pourrait éventuellement changer aussi les choses avant cette deuxième phase, vraiment le déblocage en tout cas de cette deuxième phase du plan de paix selon vous, Emmanuel Dupuis? Alors, ça met une pression internationale au niveau de l'Assemblée générale, avec certitude, notamment au niveau des 156 pays qui désormais appellent à ce qu'il y ait une résolution ou un vote du Conseil de sécurité, qui pour l'instant, je vous le rappelle, a été bloqué 2 fois par les États-Unis, notamment en mai dernier, pour la pleine reconnaissance de l'État palestinien. Ça va sans doute mettre une pression non seulement sur l'État d'Israël, mais sur Benjamin Netanyahu lui-même. Je vous rappelle, et vous l'avez vous-même mentionné, Khadija, que le président américain a demandé une grâce du Premier ministre israélien, notamment que les sanctions qui lui soient imputables au niveau de la Cour pénale internationale soient levées. Donc il y a effectivement 2 approches, 2 voies, avec une partie de la communauté internationale qui désormais réclame des comptes par rapport à une situation qui n'a que trop duré depuis maintenant quasiment 1300 jours, vous l'évoquiez, et de l'autre des États-Unis qui semble donner quand même un quitus qui n'a pas beaucoup changé malgré la conférence de Sharm el-Sheikh auprès de leurs partenaires israéliens. Israël, en tout cas, assure qu'un point de passage a été ouvert de manière permanente. Or, l'OMS continue de parler d'une situation catastrophique. Professeur Abou Dahab, est-ce que c'est suffisant pour sauver les populations gazaouis? Et qu'est-ce qu'il faut, du coup, si ce n'est pas suffisant? Il faut une levée totale des obstacles mis par Israël concernant l'acheminement de l'aide de façon générale humanitaire. Dernièrement, il y avait la problématique des vaccins. Enfin, on a pu laisser des enfants palestiniens en bénéficier. Néanmoins, ça n'a pas permis de couvrir tous les besoins exprimés, notamment alertés par les agences humanitaires sur place. Deuxièmement, peut-être c'est aussi une question d'allègement de la pression sur Israël, question aussi de gagner tactiquement un peu de temps, un peu de marge de manœuvre. Quand on sait, vous l'avez dit d'emblée, cette demande exprimée par M. Trump, je pense adressée au président israélien pour gracier le Premier ministre israélien, mais il ne sera pas évidemment gracié du point de vue de la Cour pénale internationale. C'est une autre problématique plus liée à son fonctionnement. À son fonctionnement. Mais est-ce que le président israélien, pourrait le gracier? C'est-à-dire qu'il y a quand même une justice et une démocratie dans ce pays. Bien sûr. Donc pourquoi ce geste? Je pense que c'est une possibilité qui est là. Évidemment, ça va poser la question de la
de la tolérance qui serait ou pas donnée par une grande marge de la frange de la population israélienne, de toutes les manières, c'est une manière de dire que finalement, comme Netanyahou, ça a été dit par les collègues tout à l'heure, la pression qui a été mise sur Netanyahou d'admettre ou d'accepter le plan de paix, entre guillemets, ça reste un plan qui est très ramassé, qui n'est pas détaillé, bien entendu. Et qui est très fragile. Le cessez-le-feu déjà de Gaza est très fragile. Tout à fait. De l'aveu même du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui rappelle que ce cessez-le-feu est régulièrement violé, mais il tient. Et en plus, il tient parce que finalement, après 2 années de terribles guerres de part et d'autre, et enfin avec, entre guillemets, ce soulagement à la suite de la libération des otages, la restitution des corps, etc. Mais au moins, on a pu entrevoir quelques brèches. Et je pense que le point d'inflexion, c'était l'attaque israélienne contre des membres du Hamas. C'était à Doha. Et par la suite, une vraie pression qui a été mise, encore une fois, grâce aussi à l'intervention de pas mal de pays arabes, notamment ceux du Golfe. Mais le plan n'est pas détaillé, parce que le calendrier du retrait de l'armée israélienne, de la bande de Gaza, la question de la démilitarisation également du Hamas, et on voit dernièrement l'augmentation de la tension entre Israël et le Hezbollah, parce que le gouvernement libanais, peut-être même le président avec son équipe, n'ont pas pu venir à bout de cela, puisque c'est une question qui est liée à la situation en Palestine, notamment le bande de Gaza, mais la Cisjordanie. Donc, ce qui fait que nous sommes encore dans des situations un peu compliquées. On n'a pas pu apurer le passif de la situation post-cessation des hostilités, du moins dans un premier temps. Parce que de toutes les façons, de temps à autre, il y a quand même des raids israéliens, des interventions un peu ponctuelles, justifiées par la nécessité de ne pas laisser le Hamas se redéployer. Parce que quand on visite pas mal de sites, notamment en arabe, des chaînes palestiniennes, etc., et d'autres, on voit que Hamas conserve encore une certaine capacité en termes de mobilité et de redéploiement. C'est ce que craint certainement Israël. D'autant plus que ces frontières, en tout cas, ou même dans la bande de Gaza, où sont stationnés encore des soldats israéliens, ceci n'est pas écrit noir sur blanc, ce n'est pas délimité de manière officielle. Tout à fait. Ce qui me mène à cette question fondamentale aujourd'hui que se pose beaucoup, c'est cette force internationale dans Gaza. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Dr Badine Liatioui, on parle de cette force internationale. Est-elle réaliste ou purement théorique, ou est-elle réaliste d'abord du point de vue du droit international et puis sur le terrain? Est-ce qu'on va morceler davantage cette bande de Gaza? Comment? Qui? Est-ce que ce sera l'ONU qui va diriger cette force internationale? C'est une coalition arabe, ce sont les pays occidentaux. Tony Blair, on n'en entend plus parler. Bref, est-ce que vous y voyez un peu plus clair que nous? Si oui. Alors, d'un point de vue juridique, d'un point de vue du droit international, c'est tout à fait possible. Ça dépendra bien évidemment des Nations Unies, mais vu la pression américaine pour qu'elle se crée, elle pourra se créer avec une résolution onusienne, et je ne vois pas qui mettrait son veto face à cela, si les Américains sont à l'initiative, bien sûr. Néanmoins, le problème va être sur le terrain. Vous l'avez dit, Tony Blair a disparu des radars. Et la complexité de la mise en œuvre va être très difficile. Surtout, quel rôle pour cette mission? Parce que ça ne sera pas une mission pour imposer la paix, ça sera une mission peut-être pour former la future police palestinienne, une mission peut-être pour sécuriser les frontières, mais qui voudra vraiment aller là-bas? Et surtout, la question du désarmement du Hamas se pose. Si le Hamas n'est pas complètement désarmé, il y a aussi le problème pour cette future mission internationale et les pays qui composeront cette force, de devoir peut-être aller désarmer, affronter le Hamas. Personne ne peut l'imaginer et personne ne le souhaite. Donc on a réellement vraiment un problème de mise en œuvre qui risque d'avoir lieu, tout comme pour le plan en général. Donc le problème n'est pas juridique, le problème est avant tout politique. Et le problème va aussi se poser de l'acceptation ou non par Israël et notamment par le gouvernement Netanyahou de cette mise en œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une ligne rouge pour eux. Ils ne veulent pas des Turcs, mais ils ne veulent pas aussi voir une force internationale s'imposer à Gaza, puisque ça serait évidemment un échec de la stratégie israélienne de contrôle ou de mise sous tutelle de Gaza. Et ça serait aussi un problème véritablement de souveraineté pour les Palestiniens sur une partie de leur territoire, puisque le futur État tel qu'il est voulu à la fois par les États arabes, les Européens et de nombreux pays à travers le monde, c'est Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Donc toute la question de la mission internationale va se poser à la fois de son contenu et aussi de
sa mise en place et pour combien de temps surtout. Est-ce que c'est quelque chose qui se met en place pour une période limitée? Et ça, c'est la résolution qui le fixera. Et pour faire quoi exactement? Ça aussi, c'est à la résolution et au Conseil de sécurité de l'établir. Donc, tout cela, pour le moment, reste assez théorique. C'est la volonté du président Trump qui a évidemment tiré un gain politique personnel très fort de ce plan et du fait qu'il a été ratifié, j'ai envie de dire, par un certain nombre d'États. Maintenant, la concrétisation, elle, reste beaucoup plus complexe à mettre en place. Alors, le quoi a été répondu, le pourquoi a été répondu, le qui aussi. Je reste un peu sur ma faim, je me tourne vers Emmanuel Dupuis. Qui pourrait diriger cette force internationale? Quels sont les pays qu'elle peut compter, que Israël pourrait accepter, comme cela vient d'être expliqué à très juste titre par Mohamed Badil Yatioui? Quelles sont les listes, ou peut-être une liste des pays qui pourraient faire consensus entre Israël et les Palestiniens, en l'occurrence le Hamas, bien sûr? C'est la quadrature du cercle, puisqu'il n'y a personne pour répondre plus prosaïquement à votre question. Même si Madame Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, l'a rappelé à l'occasion de la réunion du G7 qui se tient à Niagara sur le lac au Canada, que les Italiens étaient prêts à déployer une force, mais sous mandat onusien. Et donc la solution entre guillemets juridiquement contraignante serait, s'il y a une résolution onusienne, que ce soit une force sous mandat onusien. Mais je crois que la question peut être posée autrement. La question d'une force internationale n'est que le corollaire de la mise en place du Conseil de la paix qu'appelle de ses voeux Donald Trump, que d'ailleurs Donald Trump veut présider lui-même, et dont le secrétaire général serait assumé par l'ancien Premier ministre Tony Blair. Et puis une troisième difficulté, peut-être la plus intrinsèquement liée à l'échec des deux précédentes, la mise en place d'un gouvernement de transition apolitique, technique. Et c'est d'ailleurs sans le Fatah, et certainement pas avec Mahmoud Abbas, contrairement à ce que le président Emmanuel Macron essaie de vendre comme solution. S'agira-t-il de mettre la pression ou d'être un enjeu de négociation avec les Israéliens, la levée de la grâce, enfin l'obtention de la grâce que le président Herzog pourrait donner au président Benjamin Netanyahou en échange entre guillemets, la libération de prisonniers palestiniens qui pourraient être soutenus par un certain nombre de pays arabes, je pense notamment aux Émirats arabes unis, qui poussent à l'idée de faire revenir de son exil Mohamed Dahlan, qui fut président de la force de sécurité palestinienne de 1994 à 2007, ou bien évidemment Marwan Barghouti, qui est emprisonné depuis 2002 dans les prisons israéliennes. Donc on voit bien que c'est particulièrement difficile de vous lister une liste de pays. Je pourrais vous dire que la Turquie voudrait en être, mais que Israël n'a aucun intérêt à ce que la Turquie mette militairement les pieds sur la bande de Gaza. Je pourrais vous dire qu'un certain nombre de pays, comme la France, l'Italie et sans doute la Grande-Bretagne, seraient prêts à y aller, mais pas forcément dans une parfaite symbiose, adéquation avec l'agenda du Likoud et un agenda de Benjamin Netanyahou qui désormais a l'onction sacralisée de Donald Trump. Les Américains n'iront pas, très certainement. Alors évidemment, on peut penser aux deux pays qui seraient les plus enclins à y aller, la Jordanie et l'Égypte. Or, la décision prise et votée par deux partis, dont le parti de Avigdor Lieberman, appelant à l'annexion de la Cisjordanie, a fortement poussé et la Jordanie et l'Égypte. Donc évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des vues de l'esprit et certainement pas des réalités. Oui, et la France, par rapport à cette annexion de la Cisjordanie, fait réagir Emmanuel Macron, qui parle quand même d'une ligne rouge et parle au nom des Européens, Emmanuel Macron. Quelle portée réelle pour les propos d'Emmanuel Macron, professeur Abou Dahab, et est-ce que finalement ça peut influencer on a quand même remarqué, toute proportion gardée, un certain courage politique, une certaine singularité à la française, quand même un pays qui a franchi le pas de reconnaissance formelle d'un État palestinien, quand bien même il reste encore beaucoup à faire par rapport à ce point-là, un soutien réel, effectif. Et deuxièmement, il y a eu pas mal de propositions qui ont été formulées par M. Macron de par le temps, et je pense traditionnellement la France avait quand même une certaine position assez modérée, assez courageuse, on s'en souvient, parce que j'inscris cela dans la trajectoire française. Jacques Chirac, quand il a fait le déplacement, il y a eu même des escarmouches, mais aujourd'hui la situation a changé. Il faut dire que
Macron n'a pas encore les moyens pour embrayer directement sur la réalité, ça le dépasse. Et je pense que l'Union européenne, agissant ensemble, pourrait utiliser un certain nombre d'instruments, notamment peut-être la suspension même de l'accord d'association, puisque Israël est considéré comme étant un pays euro-méditerranéen, il jouit d'un statut avancé, il y a possibilité d'agir de concert, mais les États européens... Est-ce que les Européens peuvent se concerter sur une seule position vis-à-vis d'Israël ? Les positions sont contrastées. Alors ça nous renvoie au débat sur l'Union européenne, la lourdeur, pas de politique étrangère commune claire, mais une représentation, etc. Néanmoins, c'est bien, je pense, de garder aujourd'hui cette pression, puisque la conjoncture s'y prête. Tout le monde a vu les drames, mais chose importante, Madame Khadija, l'opinion publique européenne, mondiale même, y compris américaine, une bonne partie. Je crois que ce n'est plus comme avant. Quand cette opinion a vu directement ce qui s'est passé, moi je crois qu'il y a plus de pression aujourd'hui, quand bien même il y a des positions contrastées par rapport aux partis politiques français. Ça va de soi, la France insoumise n'a pas la même position que l'extrême droite, etc. Mais bon, je crois que c'est symbolique, oui, d'accord, mais c'est un pas qui attend à être complété par d'autres actions plus concrètes cette fois-ci. Alors, action aussi concrète, on close ce chapitre Moyen-Orient pour ouvrir celui du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, 1350 jours de guerre. Où en est l'équilibre militaire, docteur Badili Atioui, professeur justement au Collège national de défense des Émirats arabes unis? On voit que la Russie a tapé très fort ces derniers jours et qu'il y a un essoufflement du côté ukrainien. Donc, on va bientôt parler de la volonté de Poutine de peut-être revenir à des négociations à Istanbul, justement parce qu'il sait que sur le terrain, il a pris un certain avantage. Il y a eu des villes qui ont été pilonnées et tactiquement, les Russes se sont très bien organisés. Ils ont d'ailleurs désormais décidé de viser directement les pilotes de drones. En visant les pilotes de drones, ça leur permet d'éviter justement d'avoir des attaques de drones et d'éliminer un adversaire, enfin des adversaires importants et ainsi d'avancer. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs villes où les Russes avaient avancé. C'est dû à l'essoufflement ukrainien et en plus de cela, au problème désormais qu'ont les Ukrainiens, c'est-à-dire de recevoir des aides au compte-gouttes des membres de l'OTAN, des Européens notamment, mais surtout des Américains, puisqu'on voit que le président Trump a changé souvent de pied en moins d'un an et que sa relation complexe et même ambiguë avec Vladimir Poutine empêche pour le moment d'avoir vraiment une stratégie claire pour les Ukrainiens pour pouvoir avoir aussi des objectifs à la fois militaires et politiques face aux Russes. Donc les Russes ont pris un léger avantage, mais cette guerre qui devait durer quelques jours va bientôt terminer sa 4e année. Au mois de février, ça fera 4 ans que cette guerre a commencé et sur le terrain, on ne voit pas très bien exactement ce que pourraient faire les Ukrainiens pour récupérer au moins les territoires du Donbass et la Crimée, ça paraît fortement improbable. Donc on est face à une véritable avancée russe. Le problème, c'est la finalisation et la signature d'accords concrets pour geler tout cela, ce qui serait bien évidemment contraire au droit international et ce qui serait de facto une prime à l'invasion telle que les Russes l'ont mise en place il y a bientôt 4 ans maintenant. Les Britanniques auraient essayé de joindre le Kremlin, demande qui a été refusée. Qui pourra, est-ce qu'aujourd'hui, toujours à Mohamed Badili Atioui ou aussi à mes 2 autres invités, qui pourra mener aujourd'hui les discussions? Est-ce que les États-Unis ont pris une longueur d'avance sur les Européens et les Britanniques? Ah oui, clairement. Je ne vois pas qui, à part Donald Trump, l'administration américaine, pourrait mettre en place des négociations et mener des négociations et aussi obliger les Ukrainiens, au dernier moment, j'ai envie de dire, de signer et de parapher un accord. Les Européens n'en ont pas les moyens, puisque même si les Européens souhaitent beaucoup de choses, évidemment, parce que il en va de la sécurité du continent, et il en va aussi de l'avenir de l'Ukraine et de peut-être qui est peut-être un futur membre ou qui sera peut-être un futur membre de l'Union européenne, on verra. Mais néanmoins, pour ce qui concerne les aspects purement militaires et diplomatiques, les Américains ont une longueur d'avance et les Américains, notamment Donald Trump, ont établi cette relation, comme je disais, complexe et ambiguë avec Vladimir Poutine, mais qui au final leur permettra de négocier. Et du côté de Poutine, il y a cette volonté, évidemment, de ne négocier qu'avec les Américains, et ce depuis le début, que ce soit Biden ou Trump, puisque pour
Vladimir Poutine, c'est aussi une démonstration de force et aussi la démonstration que la Russie est toujours une puissance qui compte, puisque négocier avec quelqu'un d'autre que les États-Unis dans ce cas-là reviendra à dire que la Russie aurait changé de division. Mais non, la Russie se perçoit toujours comme faisant partie de la première division avec les États-Unis et la Chine, comme une superpuissance, alors qu'économiquement, par exemple, elle ne l'est pas, mais que militairement, elle continue de peser, qu'elle est une puissance nucléaire très importante, un membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, c'est ce que veut imposer Vladimir Poutine aussi à travers ce jeu de dupes, j'ai envie de dire, et cette guerre des nerfs. Est-ce que l'Ukraine est en position de négocier? Parce qu'en parlant de guerre des nerfs, là, on va dire que ça peut rendre le chef de l'État ukrainien nerveux. Ce sont ces affaires de corruption qui bousculent, éclaboussent l'entourage du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Est-ce que cela peut fragiliser la capacité de Kiev à mobiliser ses alliés, Emmanuel Dupuis? Quel impact ces affaires sur cette capacité de l'Ukraine à négocier? Bon, déjà, l'Ukraine ne veut pas négocier puisque la Russie ne veut pas négocier. Donc, les mots ne sont pas tout à fait les bienvenus, en tout cas du point de vue russe, puisque la Russie appelle à négocier. Mais quand j'écoute et quand on entend le discours de Sergueï Lavrov, elle n'a pas bougé sur d'un iota par rapport à ses velléités de négociation, c'est-à-dire une capitulation. Et les Ukrainiens ont été très clairs là-dessus. Le ministre des Affaires étrangères qui s'est rendu pour rencontrer ses homologues du G7 élargi au pays du G20 l'a parfaitement compris. Alors, est-ce que les récentes déclarations du président Zelensky venant à sanctionner, à démissionner ses deux ministres, son ministre de la Justice et sa ministre de l'Énergie, ainsi que l'homme d'État, ou en dénonçant la corruption passive, désormais active, motivée, de Timir Mindish par rapport donc au scandale d'Ergo-Atom auquel vous faites référence, si l'on en croit les décisions qui ont été prises ces dernières heures au G7, ça n'a pas empêché les Britanniques de voter un nouveau paquet de sanctions ciblant des oligarques russes. Ça n'a pas empêché le Canada et la Grande-Bretagne de nouveau de continuer à soutenir militairement et à voter un nouveau paquet de soutien financier, et ça n'a pas empêché les États-Unis de dire qu'ils s'érigeaient comme faiseurs de paix à condition que les deux parties le veuillent. Or, pour l'instant, on l'a bien vu. Est-ce que ça pourrait empêcher l'Ukraine, une fois la guerre terminée, de rejoindre cette Union européenne, ces scandales de corruption? Ah oui, alors ça, c'est un élément qui est autre. Mais là, on parle du G7, puisque les récentes discussions au G7. Alors évidemment, ça, c'est un sérieux frein, ou en tout cas, c'est une difficulté supplémentaire que l'autorité de régulation, l'autorité anticorruption, avec cet acronyme du NABU, donc l'autorité nationale d'anticorruption, soutenue d'ailleurs et financée par le FBI américain, devra œuvrer encore plus pour démontrer la capacité et surtout la sincérité de la volonté du gouvernement Zelensky de faire face à ces scandales. Mais après tout, ce n'est pas le gouvernement Zelensky qui rentre dans l'Ukraine, qui rentre dans l'Union européenne, mais l'Ukraine. Et donc, de ce point de vue, pour l'instant, la donne n'est pas tout à fait celle de l'entrée dans l'Union européenne. La donne, c'est de faire en sorte que l'Ukraine puisse survivre littéralement aux attaques de plus en plus ciblées de la Russie sur les infrastructures énergétiques, alors que l'hiver est en train de s'installer durement, comme chaque année, et que la stratégie visant à, d'un côté, appeler à un retour à la table de négociation à Istanbul, et de l'autre, de dire que les Russes ne bougeront pas sur leur position, me fait dire qu'on ne peut pas appeler ça un processus de paix. C'est plutôt une manœuvre dilatoire, comme ont toujours fait les Russes, et que, d'une certaine façon, les Américains n'acceptent plus, puisque c'est eux-mêmes qui ont refusé de se rendre à Budapest et qui ont annulé sine die la rencontre entre le président Trump et le président Poutine. Le G7 peut-il maintenir un soutien durable alors que les priorités divergent? Et surtout, pourquoi aujourd'hui le G7 place l'Ukraine et le Soudan en tête de ses préoccupations? Professeur Abou Dahab. Ça va de soi, puisque donc il y a eu la déclaration issue à la suite de cette réunion au Canada, Niagara, avec évidemment, il s'agit d'une réunion des ministres des Affaires étrangères, qui devrait normalement par la suite préparer une plateforme en bonne et due forme
pour les dirigeants, ça d'une part. D'autre part, on a vu qu'il y a pas mal de points, que ce soit le Soudan, Haïti, le Moyen-Orient, l'Ukraine, etc. Maintenir un certain degré de vigilance, mais également de mobilisation par rapport à l'Ukraine, et notamment le fait de considérer que, quelle que soit l'issue de ce conflit, eh bien, les frontières ne pourraient pas changer et que donc il faut respecter le droit international. Vous savez... Juste une petite... Oui, oui, exactement. Pourquoi Lavrov n'est pas sur la photo? Lavrov, mais pourquoi Lavrov? Parce que la Russie a été suspendue depuis 2014. Oui. Deuxième point, donc il y a eu d'autres participants, je pense 3 membres du BRICS, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, plus la Corée du Sud, je pense l'Arabie Saoudite et l'Ukraine, ça va de soi. Alors je ne sais pas si le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine y est, mais on a vu donc l'Américain, il est là. De toutes les manières, le G7, vous savez, Madame Khadija, dans la classification des organisations internationales, c'est une organisation informelle. Exact. Ça ne veut pas dire qu'elle est illégale. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais en anglais, on parle de gentleman's agreement, c'est-à-dire à la limite, c'est un code de bonne conduite. Mais bon, c'est bien, c'est garder le cap, me semble-t-il, et l'Occident de façon générale est aujourd'hui coalisé autour de l'Ukraine pour lui apporter les soutiens nécessaires ad minima, et je pense même l'annonce d'un soutien de l'ordre de 500 millions, si j'ai bien tout à l'heure des pays baltes et tout à fait. Nordiques. Absolument, donc ce qui fait que... Est-ce que c'est suffisant? Ah bah pas du tout, mais tout à l'heure, M. Manuel effectivement a parlé de l'installation de l'hiver, et tout à l'heure j'écoutais les interventions par-ci par-là, des généraux, des experts militaires, cette question de guerre urbaine, guerre de localité, les bunkers, les Ukrainiens qui ne voudraient pas abandonner leurs habitations, héritées depuis peut-être l'ère de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'ère de la bipolarité. Ça a rappelé, selon certains, l'intensification des tirs russes contre l'Ukraine, Belgrade de même, vous voyez. Ça veut dire qu'on est dans une intensification, dans une escalade dangereuse. Je ne sais pas combien le nombre de tirs depuis la Russie pour cibler des points ou des targets, comme on dit en anglais. D'autant plus, bon, là, il y a la question des drones. Il y a même, on parle du brouillard qui brouille la vue et la mobilité des drones. La situation, elle est très compliquée et certainement, Poutine voudrait élargir le cercle de ses, non, je ne dirais pas de ses possessions, mais de ses positions pour permettre peut-être à la Russie de poser plus dans les négociations. La grande question aujourd'hui, est-ce que le Donbass, Donetsk, etc., pourrait être considéré à jamais comme étant annexé à la Russie? C'est cela la grande question, et dans quelle mesure M. Poutine allait accepter ou admettre certaines concessions, d'ailleurs comme pour le cas de le président ukrainien. Mohamed Badilatoui, assiste-t-on à un affaiblissement du poids du G7 sur la scène internationale avec tous ces appels, etc. Est-ce que finalement ça change quelque chose? Toutes ces réunions, toutes ces décisions finalement issues de ces rencontres des grandes puissances mondiales, pour quel résultat et quelle est la finalité d'avoir ce genre de groupement des grandes puissances? Écoutez, ça fait de belles photos. Déjà, c'est une très bonne chose, mais plus sérieusement, il y a évidemment une volonté politique derrière certaines, mais le problème du G7, c'est qu'il souffre en fait de 2 mots. L'idée de Valéry Giscard d'Estaing, quand le G7 a été créé dans les années 70, c'était d'avoir un front commun face notamment aux pays producteurs de pétrole qui avaient essayé d'imposer un embargo, et on se souvient des conséquences de la guerre 1973, la guerre israélo-arabe. Là, nous sommes dans un contexte différent. Premièrement, parce qu'il y a une montée en puissance des économies en dehors du G7, des pays comme le Brésil, l'Inde et bien évidemment la Chine, sans parler d'autres pays émergents, l'Indonésie, la Turquie, etc. Et les pays du Golfe n'avaient pas le poids que tous ces pays ont aujourd'hui. Donc évidemment, le G7 semble un peu isolé. Et l'autre élément, c'est qu'on a une fracture qui est une fracture nouvelle et qui n'existait pas depuis 1945 au sein du bloc occidental et au sein entre les pays du G7, avec notamment les États-Unis et le reste. On voit qu'il y a des crises répétées depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche entre les États-Unis et le Canada, alors que ce sont des voisins directs et qui ont une longue histoire et un traité de libre-échange en commun avec le Mexique, qui était l'ALENA et qui est vraiment paralysé actuellement.
On a aussi les États-Unis et les Européens, notamment sur la question ukrainienne, qui sont divisés, mais aussi sur la question commerciale et la question des droits de douane. Donc on voit que le G7 a perdu de son poids déjà du fait de ses propres faiblesses et de ses divisions, mais du fait aussi du changement de l'économie mondiale et de son déplacement vers l'Est, avec une montée en puissance de nombreux pays asiatiques, mais pas seulement, et j'ai envie de dire, une diversification de l'économie mondiale, mais qui apporte aussi de la fragmentation. La fragmentation économique, mais aussi de la fragmentation politique et des tensions, puisque le G7 se rend compte qu'auparavant, il pouvait résoudre beaucoup de crises et que le centre de décision, le pouvoir de décision a été déplacé vers l'Est et que désormais, dans un monde de plus en plus fragmenté, il est de plus en plus difficile d'obtenir des consensus et une vision du monde commune, notamment quand on voit que Gaza n'a pas été inclus dans les discussions. À part, effectivement, ces ministres des Affaires étrangères du G7 qui ont salué le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Intéressant que vous disiez, je vous garde avec moi, Mohamed Badiliati, oui. Intéressant que vous évoquiez ce déplacement vers l'Est. Alors, l'Est ne se déplace pas à Johannesburg, à 10 jours du sommet du G20. C'est annonce de l'absence de taille. Il s'agit du président chinois qui pourrait envoyer, eh bien, l'annonce a été en tout cas officielle, son Premier ministre. Comment pouvez-vous analyser, expliquer, décortiquer l'absence de Xi Jinping au prochain G20, aux prochaines réunions du G20, les 22-23 novembre prochains, à Johannesburg, en Afrique du Sud? Écoutez, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Moi, je me concentrerai sur un élément. Désormais, pour la Chine, l'un des plus grands défis n'est pas extérieur, mais il est interne. Il y a un véritable défi interne avec une demande intérieure, avec une classe moyenne qui s'est rapidement constituée. On parlait d'une classe moyenne de 500 millions d'habitants, évidemment pour la population énorme qu'a la Chine. Et désormais, on voit qu'il y a toujours des régions qui ont du mal à se développer, à sortir, j'ai envie de dire, du sous-développement. Et donc là, c'est un véritable défi pour la Chine, puisqu'on a toujours parlé du miracle économique chinois, qui était basé évidemment sur les exportations et puis sur le développement de grands pôles métropolitains et urbains. Désormais, c'est le véritable défi pour pouvoir maintenir le régime tel qu'il est. Il faut que le développement économique et social soit beaucoup plus ample. Et donc, ça peut expliquer aussi peut-être pourquoi Xi Jinping ne sera pas présent, en plus des tensions évidemment qui existent entre les membres du G20 et notamment entre les Américains et les Chinois. Xi Jinping et Donald Trump se sont rencontrés il y a peu, donc c'est aussi peut-être pour cette raison-là que Xi Jinping ne s'y rend pas. Ce qui voudrait dire, si c'est ce deuxième argument, ce deuxième élément, ça prouverait qu'on serait, selon les Chinois, dans une véritable confrontation États-Unis-Chine ou Chine-États-Unis et non pas dans une discussion, j'ai envie de dire, avec les 20 premières puissances mondiales, d'égal à égal et avec une volonté de créer des consensus. Donc on serait là face à une situation nouvelle puisque c'est Donald Trump qui est toujours présenté comme celui qui empêche le consensus international et la Chine qui poussait à avoir des alliances autour d'elle. Des alliances économiques, bien sûr, parce que la Chine ne souhaite s'impliquer sur les gros dossiers géopolitiques. On l'a vu sur Gaza, sa position a été finalement très limitée quand on regarde par rapport à son poids. Elle souhaite maintenir des bonnes relations avec tout le monde et privilégier l'économie. Il faut dire que quand même, on a assisté quand même à cette tentative de la Chine de peser sur l'échiquier géopolitique mondial avec cette action ou cette médiation entre l'Arabie Saoudite, rappelez-vous, et l'Iran. Et l'Iran, oui, mais on a vu que les résultats avaient été finalement très limités, puisque derrière, ce qui façonne réellement la géopolitique du Moyen-Orient, ça reste le conflit israélo-palestinien, et c'est revenu finalement avec beaucoup d'éclat à partir du drame du 7 octobre 2023 et de toutes les conséquences qu'il y a eu derrière pour la population palestinienne. Et on voit aussi que la Chine au Moyen-Orient, finalement, mis à part l'Iran et puis bien sûr des échanges commerciaux très importants, notamment sur les questions d'énergie avec des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, a un rôle très limité puisque Trump essaye maintenant de refaçonner le Moyen-Orient avec bien évidemment l'appui des Israéliens. On voit que la Syrie, qui aurait pu peut-être avec Bachar el-Assad se rapprocher de la Chine, s'est clairement rapproché des États-Unis. On a vu la visite du président par intérim Shara à Washington. Et on voit qu'il y a toute une dynamique pour les Chinois qui fait que le Moyen-Orient n'est pas
reste une priorité pour les questions énergétiques, mais il ne souhaite pas réellement s'impliquer d'un point de vue militaire et d'un point de vue diplomatique de façon trop avancée. Il reste bien sûr la question ukrainienne où ils sont un soutien de poids à Vladimir Poutine, ça c'est clair, mais sur le G20, on voit que moi je considère, c'est mon analyse personnelle, que c'est une occasion manquée pour les Chinois de créer du consensus autour de leur position et à l'intérieur même du G20 d'essayer d'affaiblir les États-Unis. En n'y allant pas, quelque part, il laisse le chemin un peu libre à d'autres acteurs, notamment à son rival asiatique qui est l'Inde. Et l'Inde monte en puissance et l'Inde cherche aussi à définir sa propre singularité dans les relations internationales. Alors, certes, peut-être si le Moyen-Orient ne ferait pas partie des priorités de la Chine, les États-Unis s'intéressent de près à une nouvelle région et actent d'ailleurs son intérêt. C'était la semaine dernière, Donald Trump qui recevait en grande pompe les leaders des pays de l'Asie centrale. Un commentaire notamment à la veille de ce sommet du G20 à Johannesburg. Emmanuel Dupuis. Oui, alors j'ai pas vraiment entendu ce qu'a dit mon camarade des Émirats Arabes Unis, mais je voudrais quand même abonder dans l'idée que ce n'est pas une opposition frontale entre les organisations intergouvernementales. Elles s'agglomèrent les unes aux autres. Le G7 regroupe les 7 économies qui restent les plus dynamiques et le G20 regroupe les 13 autres. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que à l'occasion de la réunion du G7 ces jours-ci au Canada, ont été invités les membres du G20 et que c'est maintenant désormais le cas devenu une habitude d'élargir les organisations. Je crois que il y a une forme d'antinomie entre l'Est et l'Ouest ou entre le Nord et le Sud où les pays occidentaux ne croient plus aux grandes messes où l'on partage, où l'on discute ensemble. D'ailleurs, l'absence et du président américain et du président chinois lors du prochain sommet de Johannesburg montre à quel point, malgré la première expérience de la présidence africaine d'un G20, l'un et l'autre n'y attachent pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui est beaucoup plus important, c'est la manière transactionnelle de négocier cette réunion entre les États-Unis et les 5 pays membres de l'Asie centrale. Il y a quelques heures, s'est déroulé un sommet Chine C5, donc les 5 pays que sont le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan et le Kirghizistan. La France va d'ailleurs aussi jouer cette carte puisqu'elle va avoir d'ici 3 ou 4 mois à Samarcande un sommet France-Asie centrale, tout comme Giorgia Meloni, qui est le pays dont l'Italie est le premier investisseur européen dans l'Asie centrale, aussi y prend une importance considérable. C'est d'autant plus intéressant et important que cette zone qui est un vide au milieu des plains, c'est-à-dire un espace de connexion avec les logiques des interconnexions ferroviaires, gazières, énergétiques et tout simplement diplomatiques qui font que désormais les pays d'Asie centrale sont des connecteurs tant avec la Russie qu'avec la Chine et bien évidemment avec la Turquie qui se rappelle à travers son organisation qu'elle est en train de développer, l'organisation des États turciques, qu'une bonne partie des pays sont d'ethnie et de langue turque ou turcophone. Et donc, du coup, ça remet de la centralité stratégique dans cette région. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Union européenne et l'Asie centrale ont des convergences. C'était le 4 mai dernier, le premier sommet Union européenne-Asie centrale, avec cette notion de l'autonomie stratégique. Mais au-delà Au-delà de ces annonces, est-ce qu'il y a du concret? Parce que là, on l'a vu, il les a reçus à la Maison-Blanche et on peut dire que de gros contrats à plusieurs milliards de dollars ont été signés, en sachant que l'un de ces pays est tout simplement le premier producteur d'uranium. Donc, on voit que... Oui, mais enfin, est-ce que l'Europe ne serait pas... Il ne faut pas faire trop attention à cette signature de ce contrat avec le Kazakhstan, puisque quelques heures après la signature de ce contrat, le président Poutine a dit qu'il irait au Kazakhstan pour s'expliquer avec le président Tokayev. Donc, nous ne croyons pas que c'est un jeu de bascule. Les États-Unis signent des contrats mirifiques. Mais encore, ça reste aussi une annonce. Ça reste une annonce du président russe. Mais on voit que les Américains, oui, et le Kazakhstan qui normalise avec Israël. Pardon ? Aussi. Et le Kazakhstan qui normalise aussi ses relations avec Israël. Mais le jeu des relations internationales n'est pas un jeu à somme nulle. C'est un jeu de dimensionnalité. Oui. Et quand on signe avec Israël, ça ne veut pas dire qu'on s'exclut de signer avec d'autres pays. Le Kazakhstan demeure un pays
musulman et demeure un pays qui d'ailleurs a non seulement signé avec Israël, mais désormais pays membre du groupe d'Abraham, suite à la rencontre entre le président Jamil Tokayev, et le président Trump. Bien sûr que c'est un terrain d'opportunité économique, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Donc vous n'y croyez pas, Emmanuel Dupuis, que les Américains prennent pied, ce qui l'oblige à une certaine forme de réciprocité militaire avec la Russie, malgré tout. Oui, réciprocité militaire peut-être avec la Russie et rapprochement économique et diplomatique avec les Américains. Eh bien oui. Professeur Abou Dahab. Mais ce que je remarque, c'est vrai, ce que les collègues ont dit tout à l'heure, les camarades, c'est malheureusement il y a une fragmentation de l'espace international. Peut-être le recours excessif à ce genre de format, d'ailleurs, de Trump, on s'en souvient il y a quelques semaines, avec certains dirigeants africains, sans les nommer, les 5 qui représentaient un certain nombre de pays. Et donc, de là, on est dans une logique de fragmentation, de morcellement, même des institutions multilatérales. Le retrait de l'accord de Paris, alors que récemment, c'est le Brésil qui a l'Amazonie, la COP 30. Et donc, on voit qu'il y a quelque part une volonté un peu malheureusement, de diviser certaines solidarités traditionnelles. Ça renseigne aussi sur des faiblesses des structures multilatérales comme l'ONU, comme d'autres. Deuxième point que je voudrais aussi apporter, c'est que la Chine n'a pas vraiment besoin du G20 pour fonctionner à plein régime, dans la mesure où, souvenons-nous, récemment, il y avait la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui était en 2001, en grande pompe par la Chine, la Russie, etc. Et puis, par ailleurs, elle a aussi d'autres instruments d'action et elle a des capacités de projection suffisamment importantes. Mais il faut souligner que la déclaration du G7 avait pointé du doigt la Chine par rapport à l'Indo-Pacifique et, soi-disant, lui rappeler ses limites à ne pas dépasser, ce qui fait que M. Xi Jinping, je pense qu'il a été froissé ou vexé par rapport à ces insinuations préalablement avant même l'adoption de la déclaration. Si ce n'est, il avait déjà réagi au texte de la déclaration, ce qui fait que peut-être la Chine, entre guillemets, fâchée par rapport à ce genre de critiques à peine voilées. À peine voilée aussi, Zakaria Abou Dahab, on voit quand même, vous parlez justement de cette fragmentation. Oui. Qu'en est-il pour nous de ce sud global? Oui. Comment on subit finalement ces fragmentations au sein de ces institutions ou ces groupements tels que le G7, le G20? Indirectement, nous sommes présents dans le cadre du G20 du moment que l'Union africaine est désormais membre du G20. Et ça nous permet d'être vigilants par rapport à peut-être des décisions qui peuvent être prises, etc. Mais je pense que le Maroc a toujours adossé son action sur le multilatéralisme de bon aloi, je dirais, sachant bien qu'il a fait montre de beaucoup de pragmatisme et de réalisme, encore une fois, éclairé, je dirais. D'ailleurs, c'est un peu aussi la démarche de Sa Majesté qui considère qu'on gagnerait plutôt à s'adosser à des systèmes opérationnels efficaces. Ça va de soi, sachant bien que l'environnement marocain, et là c'est un peu hostile quand même, il faut le dire, mais Dieu merci avec cette résolution, je pense 2797, je crois que ça me permet de faire une jonction avec ces espaces qui se constituent, qu'un des verrous a sauté. Désormais, il y a, du moins partiellement, levé d'un certain nombre d'obstacles, je dirais, épistémologiques, voire même juridiques, pour aller encore plus loin dans la démarche marocaine. Mais prenons un exemple, le Maroc, par exemple, a le statut, je pense, de non-membre, mais qui a le statut d'observateur auprès de l'ASEAN, par exemple. Oui. Donc, il est présent en Asie, avec l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Brunei, etc. Il a un partenariat stratégique avec le Conseil de coopération du Golfe. Mais il saura, je pense, gérer parfois, je ne dirais pas des forces opposées, mais dialectiquement, pour voir où mettre le curseur sur le plan stratégique. Il y a donc tout un travail en diplomatie pour voir où zoomer, ce qu'on appelle le zoning, c'est-à-dire identifier les zones d'attraction, etc. Ce qui est intéressant dans la démarche marocaine, c'est cette ouverture, ce pluralisme, encore une fois, qui permet au Maroc d'entrevoir des possibilités d'action au niveau international, que ce soit sur le plan régional, continental ou mondial. Merci beaucoup, Zakaria Abou Dahab. Peut-être un mot de la fin, messieurs, avant de clore cette émission Roundup sur l'actualité internationale. Alors oui, si je puis, Khadija, je crois Bien que sûr. Ça a été dit par mes collègues. Qu'est-ce que le Maroc peut sortir de tout ça? Je crois que le Maroc est parfaitement souple
proactif, habile et passer maître orfèvre dans la capacité du multi-alignement. Comme je le disais précédemment, une organisation ne s'oppose pas. Est-ce que multi-alignement ou multilatéralisme, Emmanuel? Multi-alignement ou multilatéralisme? Alors, le multi-alignement est l'avenir du multilatéralisme. Car le multi-alignement ou le multi-non-alignement consiste à ne pas selon vous, Emmanuel Dupuis, n'est-ce pas? Comme... Emmanuel, le multi-alignement, c'est l'avenir du multilatéralisme selon Emmanuel Dupuis. Bah, de toute façon, tout ce que dit Emmanuel Dupuis est selon Emmanuel Dupuis. Oui, bon. C'est juste pour préciser quand même. Ne sait-on jamais. Je m'explique. Le multilalignement consiste à dire que le système multilatéral s'est appuyé exclusivement sur le système onusien, qui désormais n'est plus aussi efficace et aussi agile qu'il ne le fut au moment de sa création, le 24 octobre 1945, où il n'y avait que 51 États. Je vous rappelle qu'avec la Palestine, qui va bientôt faire son entrée, avec l'île de Bougainvilliers, qui va devenir le 198e État, on est près de 200 États dont on ne peut pas dire qu'ils partagent en totalité l'ensemble de la philosophie et l'esprit de la charte de San Francisco. Donc je crois que le multilatéralisme est mort. Par contre, le multi-alignement consiste à ce qu'il y ait d'autres organisations qui ne s'opposent pas, qui s'additionnent, et dans lequel chaque État doit trouver la juste et légitime part ou équidistance stratégique qu'il recherche. On peut être membre du mouvement des non-alignés et en même temps regarder avec beaucoup d'intérêt des coopérations avec un certain nombre de pays qui n'en sont pas, en l'occurrence les pays dits occidentaux ou du Nord. On peut être membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS, tout en étant très proche des États-Unis, c'est le cas de l'Inde, à travers le dialogue quadrilatéral. Bref, pour résumer, le Maroc a parfaitement compris qu'il fallait démultiplier sa présence dans les organisations subrégionales. Mieux, il faut que le continent africain puisse se repositionner. Les 8 communautés économiques régionales qui ont été créées par le traité d'Abuja en 1991 n'ont plus aucune légitimité sur le continent africain. Il faut penser la verticalité océanique, atlantique accessoirement, et c'est là l'avenir de la manière de penser une diplomatie plus active et plus subtile. Oui, et justement ça a été aussi évoqué par le souverain dans son discours historique prononcé juste après ce vote tout aussi historique de cette résolution 2797 le 31 octobre dernier. Il y a cette communauté qui a un grand potentiel, communauté régionale qui est le Maghreb, et que tous les 5 pays la composant pourraient bénéficier de ce retour de cette union maghrébine que l'on souhaite tous, avec bien sûr à notre tête notre chef de l'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Voilà, il fallait quand même faire ce petit rappel, n'est-ce pas? Absolument. Je vous réitère mes remerciements d'avoir participé à cette émission, de nous avoir aussi partagé votre analyse des différentes situations actuelles dans le monde, parce qu'on s'intéresse aussi à l'actualité internationale dans Question d'actu. Je voudrais aussi réitérer mes remerciements au professeur Mohamed Badili Yatimi. Encore une fois, merci. Merci à vous, c'était un plaisir. Largement partagé. Et merci encore une fois à Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous, d'avoir participé au débat. Toujours un plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé, merci à vous. Merci. Voilà, c'est donc la fin de Question d'actu. Très bonne soirée.